Vous écoutez Impulsons demain, un podcast proposé par Construction 21. Bonjour Ludovic Fêtre, Bonjour. Vous êtes responsable études risques majeurs et aménagement à l'Institut Paris Région. Vous avez notamment travaillé sur les inondations en Île-de-France. On peut parfois penser que le principal risque en Île-de-France concernant les inondations sont par exemple la crue centenale de la Seine. C'est peut-être une idée reçue, est-ce que c'est le cas ? Est-ce que les crues sont le principal aléa qui touche la région en termes d'inondation ? Alors, si on parle d'inondation au sens large, on a l'habitude, quand je travaille sur la question des risques, notamment du risque d'inondation, j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas une inondation, mais des inondations. Et effectivement, il y a des inondations par débordement qui sont bien connues, sur lesquelles beaucoup d'acteurs travaillent depuis maintenant une bonne quinzaine d'années, notamment dans le cadre de la directive inondation, au regard de l'importance des enjeux et de la vulnérabilité du territoire. Pour autant, si on regarde un petit peu plus profondément, si on regarde un petit peu d'autres types d'inondations, on se rend compte qu'il y a aussi des phénomènes de ruissellement qui, eux, sont beaucoup plus fréquents, qui touchent des territoires beaucoup plus localisés, qui n'ont pas la même ampleur, la même extension, surtout pas la même durée qu'une grande crue par débordement, mais qui pour autant touchent la plus grande partie du territoire francilien, puisqu'on considère aujourd'hui que quasiment toutes les communes sont potentiellement exposées à ce risque en Île-de-France. Et donc est-ce que la région parisienne, même si toutes les communes sont touchées, est-ce qu'elles sont touchées de manière homogène ? Est-ce qu'il y en a certaines qui sont plus à risque ? Il y a d'abord plusieurs phénomènes. Quand on dit que finalement c'est un phénomène qui est plus fréquent, on a fait une petite analyse sur les arrêtés catastrophes naturelles depuis maintenant une quarantaine d'années en Île-de-France. La plus grande partie des arrêtés catastrophes naturelles ne concernent pas le débordement, mais concernent beaucoup plus des phénomènes de ruissellement, avec chaque année plusieurs dizaines de communes, voire plus, qui sont potentiellement concernées par ces arrêtés catastrophes naturelles. Avec des conséquences qui sont un petit peu différentes du débordement. Quand on parle de débordement, c'est souvent des crues extrêmement... quand on prend l'image de la crue centenale, la crue majeure qui pourrait toucher le territoire francilien, c'est une crue lente qui durera très très longtemps et qui touche plusieurs dizaines de communes simultanément potentiellement. À l'inverse, ces crues ou ces phénomènes de ruissellement sont liés à des phénomènes orageux, à des pluies violentes, intenses, souvent en période estivale, mais ça peut être aussi en période hivernale avec une saturation des sols, des problèmes d'infiltration, mais c'est souvent des événements beaucoup plus localisés à l'échelle du territoire régional. Et est-ce qu'il y a des paramètres humains qui favorisent ce phénomène de ruissellement ? Est-ce que c'est simplement dû à des phénomènes météorologiques ? Alors, c'est évidemment la météo, mais c'est d'abord des phénomènes de pluie intense ou de pluie prolongée sur des sols qui ne sont finalement imperméabilisés. En fait, l'imperméabilisation, elle peut être liée à deux phénomènes. C'est soit la nature, c'est les tissus urbains, par nature très imperméabilisés, où l'eau ruisselle, elle peut plus s'infiltrer. Et là, ça répond souvent, notamment dans l'agglomération centrale, dans la zone très dense de l'agglomération. Ça renvoie aussi à des phénomènes de gestion des eaux pluviales, avec des réseaux qui ne sont pas toujours adaptés, ou en tout cas qui n'ont pas toujours la capacité à répondre à des pluies très importantes, à des pluies très intenses. Donc là, c'est plutôt pour les milieux urbains. Et puis, en zone rurale, effectivement, c'est aussi des phénomènes d'imperméabilisation. Alors là, c'est plus lié au couvert végétal, à l'importance du couvert végétal ou à son absence, notamment sur des terres de grande culture, avec des périodes qui sont un peu plus propices, peut-être, en tout cas, en l'absence de culture, pour favoriser ces phénomènes de ruissellement, quand les sols sont finalement saturés d'eau, ou en tout cas quand ils sont secs ou très secs en période de sécheresse, par exemple. Donc c'est pas un phénomène qui est proprement urbain dans la région Île-de-France ? Non, ça touche toutes les communes. Et quand on regarde finalement les arrêtés catastrophes naturelles, effectivement, il y a une forte concentration sur la zone centrale, au niveau de la métropole ou de l'agglomération parisienne. Mais on en enregistre aussi beaucoup dans les zones rurales. Donc là, on est plus sur des phénomènes liés effectivement à des problèmes d'imperméabilisation ou de moindre perméabilité, je dirais, des sols, avec des problèmes de culture, des conditions un petit peu plus favorables qui peuvent s'expliquer notamment, par exemple, par des terres de grande culture qui limitent, en tout cas qui ne bloquent pas le ruissellement, en tout cas qui peuvent le favoriser, avec l'absence de haies par endroits, des petits cours d'eau, etc., qui peuvent favoriser finalement ces phénomènes, notamment dans la zone rurale. Et est-ce qu'on peut s'inquiéter d'une augmentation du nombre de ces phénomènes ou d'une accélération de ce phénomène en raison du changement climatique ? Tout à fait. Alors déjà, quand on parle de risque aujourd'hui, alors là c'est aussi des coûts des dommages, c'est les analyses de la Caisse centrale de réassurance
qui évalue sur la période 1995-2016, donc sur une vingtaine d'années, le coût annuel des dommages. C'est évalué à 40 millions d'euros par an, et c'était une période sur laquelle il n'y avait pas eu de grande crue par débordement, donc on peut affecter une grande partie finalement de ces dommages à des phénomènes de ruissellement. En tout cas, les perspectives finalement, ou la prospective faite par la Caisse centrale de assurance en Ile-de-France, c'est plus que doubler le coût des dommages, puisqu'on atteindrait à l'horizon 2050 89 millions d'euros par an en moyenne. Donc il y a une vraie augmentation potentielle de ce coût des dommages, qui sont liés évidemment là à des phénomènes de changement climatique ou de dérèglement climatique, avec ce qui est pressenti, c'est à la fois des pluies plus intenses, plus fréquentes, et donc avec des conséquences directes peut-être sur ces phénomènes. Et comment est-ce qu'on peut s'adapter à ces phénomènes qui vont s'amplifier ? Alors déjà, il me semble que l'on souffre aujourd'hui, en tout cas dans la connaissance, à l'opposé peut-être du risque de débordement, d'inondation par débordement, qui sont elles aujourd'hui très bien modélisées avec de nombreux modèles, avec toujours des incertitudes, mais en tout cas une très bonne connaissance qui nous permettent d'avoir finalement une bonne appréciation de la vulnérabilité de notre territoire. On souffre, me semble-t-il, un peu plus sur les phénomènes de ruissellement, qui sont extrêmement complexes à modéliser, d'un défaut de connaissance. On a certes une cartographie aujourd'hui régionale qui nous permet de sortir, de présenter des grands facteurs d'exposition, en tout cas des grandes caractéristiques, mais s'agissant d'enjeux souvent très très locaux, on manque encore peut-être un petit peu de connaissances, notamment sur la sinistralité, sur le phénomène, sur les hauteurs, sur l'intensité. Donc première étape toujours en matière de risque, si on veut vraiment réduire finalement l'exposition, la connaissance, en tout cas l'exposition du territoire à sa vulnérabilité, un des facteurs importants, c'est la connaissance de l'aléa. Donc aujourd'hui, il y a certainement beaucoup de travaux à mener encore dans ce domaine. On va essayer de travailler d'ailleurs avec un certain nombre de services de l'État, notamment dans le cadre de la directive inondation et de la stratégie locale de gestion des risques inondation en Ile-de-France, pour essayer de mieux appréhender finalement la sinistralité de façon un peu plus précise. Ça, c'est la première étape. Et puis peut-être effectivement, après, ce sont des réflexions d'aménagement qui se distinguent certainement en fonction des milieux et des territoires. Effectivement, en zone urbaine dense, avec cette difficulté de modélisation qui est quand même un frein éventuel, mais ça va être de travailler sur la désimperméabilisation, par exemple, des sols, de travailler sur des débits de fuite à la parcelle pour réduire finalement ces phénomènes de ruissellement. Donc ça passe par tout un tas de travaux. Ça peut être la désimperméabilisation qui renvoie en même temps à d'autres enjeux. Ça peut être multibénéfice, puisque ça répond aussi à des enjeux de nature en ville, de réintroduction de la nature en ville, de réponse peut-être à des phénomènes d'îlots de chaleur urbaine, etc., d'îlots de chaleur urbains, pardon. Donc il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine, d'adaptation peut-être des réseaux, d'adaptation en tout cas de notre milieu. C'est la revégétalisation, donc je disais, et puis peut-être qu'en milieu urbain, en milieu rural, il y a d'autres réflexions qui peuvent être portées, notamment à travers l'aménagement, à travers peut-être la réintroduction des haies, en tout cas reconstruire des haies, par exemple, sur des parcelles agricoles, parce que c'est des facteurs limitants. C'est, par exemple, l'entretien des fossés, des petits cours d'eau. Enfin voilà, il y a peut-être dans le milieu rural, dans les espaces ruraux, une plus grande capacité d'intervention aussi, finalement, des territoires pour réduire ce risque à des échelles de communes ou d'intercommunalité. Et malgré les déficits dans les capacités de diagnostic finalement, que vous venez d'évoquer, est-ce que les pouvoirs publics, les pouvoirs locaux arrivent à se saisir de ce problème ? Est-ce qu'ils sont suffisamment, sensibilisés à ce problème ? Alors je pense qu'ils le sont de plus en plus, parce que d'abord il y a la récurrence finalement et une plus grande intensité, une plus grande récurrence de ces phénomènes. Elles le sont. Une des problématiques peut-être aussi du ruissellement, c'est aussi un phénomène, enfin en tout cas c'est des réponses qui renvoient à différentes politiques publiques, en tout cas en matière de gestion des eaux, puisque ça renvoie souvent aussi à des questions de gestion des eaux pluviales. C'est pas que du ruissellement pour du ruissellement, c'est pas obligatoirement des plans de prévention des risques, que le risque, une gestion du risque à travers par exemple les outils réglementaires que sont les PPR. Il y en a très très peu aujourd'hui en Ile-de-France. Donc c'est souvent à la croisée de différentes politiques. Donc c'est une des difficultés peut-être aussi. Ce sont des phénomènes plus récurrents, donc une interpellation évidemment des populations autour peuvent être régulièrement inondées, à la différence des grandes crues, une fois de plus, par débordement, qui sont quand même plus rares. Donc il y a des interpellations évidemment des élus, des acteurs des territoires pour agir un petit peu plus. Voilà. Et vous avez évoqué des solutions potentielles comme la végétalisation en espace urbain, les haies en milieu rural. Est-ce qu'on peut agir au niveau du bâtiment pour essayer de faire en sorte que le bâti s'adapte à ces phénomènes de ruissellement en milieu urbain ?
L'adaptation du bâti peut-être, en tout cas, c'est la première, bien sûr, la première réponse, c'est d'éviter de construire de nouvelles urbanisations sur des zones à risque. Et donc, il faut bien les identifier, mais c'est évidemment éviter de construire dans ces zones à risque. Je sais que c'est la première solution peut-être. Après, à l'échelle d'opérations d'aménagement, c'est évidemment travailler beaucoup plus sur la désimperméabilisation, en tout cas sur, par exemple, laisser de la pleine terre, laisser de la végétation. À l'échelle du bâtiment proprement dit, ça peut être des réponses sur la végétation des toits, par exemple, pour limiter le ruissellement, mais c'est peut-être pas non plus la seule solution. C'est plutôt de travailler à l'échelle des projets d'aménagement pour réduire à l'échelle de ces projets finalement les phénomènes et les débits de fuite à la parcelle pour limiter ce phénomène. Ouais. Et qu'en est-il de l'agrégation de cette problématique du ruissellement dans les textes d'urbanisme locaux et les textes réglementaires? Est-ce que par là, on peut aussi observer une prise de conscience? Alors, il me semble effectivement que c'est des enjeux qui sont de plus en plus pris en compte aujourd'hui. En tout cas, ce phénomène est de plus en plus pris en compte aujourd'hui. Si on revient un petit peu en arrière, donc vous connaissez peut-être la stratégie locale de gestion du risque d'inondation qui a été portée en Île-de-France entre 2016 et 2023, me semble-t-il. En tout cas, ce premier cycle était très attaché à la question du débordement des grands cours d'eau, de la Seine, de la Marne, de l'Oise, au regard de l'importance considérable des enjeux de la vulnérabilité de notre territoire. Et depuis quelques années, et c'est certainement sous l'effet aussi d'une plus grande occurrence des phénomènes, d'une répétition, peut-être d'une pression aussi au niveau des territoires. Cette question du ruissellement émerge de plus en plus, elle est portée par de nombreux acteurs pour essayer finalement de réduire la vulnérabilité de nos territoires aussi à ces phénomènes d'inondation. Et elle est inscrite en tout cas très fortement comme un des axes nouveaux de la réflexion dans le cadre du deuxième cycle de la stratégie locale de gestion du risque d'inondation, donc la SLGRI de la métropole francilienne, qui va s'étendre de 2023 à 2029. Et est-ce que vous savez si il y a aussi des mouvements du côté des acteurs de l'assurance pour faire face à ce défi? Est-ce qu'il y a un accompagnement particulier Alors, il n'y a pas obligatoirement d'accompagnement, mais en tout cas, ça émerge aussi, puisque beaucoup maintenant, les assurances, le secteur de l'assurance aussi se préoccupe un peu plus de ces questions-là, au regard notamment de l'importance du coût des dommages et de leur répétition, pour essayer effectivement, à l'échelle des territoires, de réduire ce risque dont on perçoit, en tout cas, dont les assureurs perçoivent à travers notamment la modélisation et leur projection future, qui va prendre une importance de plus en plus grande dans le futur, et donc il faut aujourd'hui agir, il y a encore des capacités d'agir, et je crois que ça fait partie aujourd'hui des axes de réflexion qui sont aussi portés par les assurances, d'autant plus qu'on est là sur des phénomènes quand même beaucoup plus fréquents. Aujourd'hui, il y a quand même des travaux qui sont menés par, je l'évoquais tout à l'heure, la Caisse centrale de réassurance, qui a des outils de modélisation, le CEREMA aussi, par exemple, développe aussi des outils de connaissance. Il y a beaucoup d'acteurs, en tout cas de la recherche, qui se préoccupent aujourd'hui pour essayer de mieux connaître l'aléa. En termes d'aménagement, aujourd'hui, on a comme des réflexions. Alors, quand on essaie de dépasser la question de la gestion des eaux pluviales, qui est souvent imposée, notamment sur les territoires très urbains, mais ce qui est un petit peu moins le cas peut-être sur les territoires plus ruraux, il y a aujourd'hui des réflexions qui sont portées pour essayer de limiter ces phénomènes et j'ai une plus grande préoccupation peut-être des acteurs locaux avec des solutions. Enfin, une des peut-être différences par rapport au risque par débordement qui est à l'échelle du très vaste bassin versant, la capacité à agir sur l'aléa, me semble-t-il, est parfois difficile. En revanche, agir sur l'aléa ruissellement à l'échelle d'un territoire, d'un petit bassin versant, il y a, me semble-t-il, beaucoup plus de possibilités pour les acteurs de l'aménagement du territoire, en tout cas les acteurs locaux. Et ça passe donc par ces réflexions qu'on évoquait peut-être tout à l'heure sur les réflexions sur les pratiques agricoles, relancer peut-être des programmes de haies pour limiter les ruissellements, l'entretien des fossés, des pratiques culturelles un petit peu différentes. D'une part, ça peut être l'entretien des cours d'eau, ça peut être une réflexion beaucoup plus proche du terrain pour finalement limiter ces phénomènes. Et puis effectivement, l'aménagement, c'est du côté des aménageurs, je pense que c'est aussi une réflexion qui est de plus en plus portée, qui peut l'être notamment par des programmes de haute qualité environnementale, la question, alors qui est plutôt celle de la gestion de l'eau pluviale, mais qui finalement rejoint aussi celle du ruissellement, peut trouver aussi des solutions dans la façon d'aménager, dans la désimperméabilisation, dans la question finalement de la revégétalisation, en tout cas la plus grande place laissée à la nature dans les projets d'aménagement, qui en plus bénéficient, enfin répond aussi à d'autres politiques éventuellement, ou à d'autres enjeux ou d'autres aléas. Voilà. Et sur l'approche finalement bâtiment, inondation, je pense que dans ce domaine, il faut bien distinguer les types d'inondations.
Une inondation par ruissellement, c'est une inondation qui va durer quelques heures peut-être. Alors, je parle du ruissellement type Île-de-France, je ne parle pas des crues sévenoles extrêmement violentes du sud de la France, mais sur ces phénomènes-là. Donc, effectivement, dans les réponses, l'adaptation du bâti, c'est finalement, au-delà de ne pas construire en zone inondable quand on connaît ces zones inondables, c'est éventuellement des solutions de protection, comme les batteurs d'eau, qui peuvent limiter les entrées d'eau dans une maison. Pour autant, il faut bien avoir conscience que sur d'autres types de crues, je pense notamment aux crues par débordement qu'on pourrait connaître en Île-de-France, ou celles que connaît aujourd'hui le Nord-Pas-de-Calais, avec des inondations qui durent très très longtemps, des durées de submersion qui peuvent durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Par exemple, un bâtard d'eau ne va pas servir à grand-chose. L'eau va s'infiltrer de toute façon dans le bâtiment, va avoir des conséquences très importantes sur les niveaux de dégradation. En revanche, sur ces questions de débordement qui vont durer très très longtemps, la question elle porte plus finalement sur d'autres enjeux. Par exemple, dans l'habitat, c'est la capacité éventuellement à avoir des espaces refuges, mais plus sur d'autres types de logements, notamment des immeubles collectifs. C'est la réflexion qui doit être portée par exemple sur l'accessibilité des immeubles, sur des questions de réseau d'importance vitale qui vont permettre finalement peut-être de maintenir la population dans quelques jours. Donc c'est la sécurisation de ces réseaux, électricité, eau potable, etc., notamment au regard des populations importantes. Ça peut être aussi des enjeux par exemple de gestion de crise, donc c'était l'accessibilité. Ça peut être aussi une réflexion sur la culture du risque. Comment, à travers peut-être une forme urbaine, on peut rappeler que le risque existe et ne pas l'oublier. Et puis, si on sort par exemple du logement, c'est aussi comment sortir peut-être de la simple réduction des dommages, donc la protection des bâtiments, pour aussi penser notamment sur des équipements de services publics qui sont extrêmement importants en termes de résilience ou de capacité des territoires à rebondir. Comment finalement on aménage aussi ces équipements publics pour qu'ils puissent redémarrer le plus vite possible. C'est pas seulement limiter les dommages immédiats sur les murs, sur les fondations, etc. C'est aussi penser fonctionnalité de l'équipement pour lui permettre de repartir le plus vite possible et bien comprendre comment fonctionne un équipement, par exemple. Merci beaucoup. C'était Impulsons demain, le podcast de Construction 21. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et le site internet Construction 21.